le mystère de la disparition dans la vallée des morts. Qu'est-il arrivé à deux bûcherons expérimentés qui sont entrés dans les bois et ne sont jamais revenus? Des résidus de poudre, des indices suspects et, plus étrange encore, le sentiment inexplicable que quelqu'un les poursuivait. S'agit-il d'une atrocité de la nature, d'un sinistre complot criminel ou de quelque chose de bien plus mystique? Attachez vos ceintures, car cette histoire vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Et oui, n'oubliez pas de regarder jusqu'à la fin. Vous serez peut-être le seul à repérer le détail qui changera tout. Au début de l'été subarctique, en juin 2005, deux vieux amis, Frederick Hardesty et David Horsey, membres du peuple Den, décident même de passer quelques jours dans la nature sauvage de la vallée de la rivière Nahanni. Cet endroit est situé à environ 120 km au nord-ouest de Fort Simpson, au Canada. Ils ont prévu de séjourner dans une petite cabane située au bord de la rivière et appartenant à leur ami Rod Gunderson. Le dimanche 12 juin, les amis ont rassemblé leur matériel, l'ont chargé dans le bateau de Rod, qui s'est porté volontaire pour les conduire jusqu'à la cabane, et se sont mis en route. Quelques jours plus tard, le voyage tourne à la tragédie, et Fort Simpson se retrouve sous les feux de l'actualité à la suite d'un mystérieux accident. Lorsque Rod revient le jeudi 16 juin pour récupérer les hommes, il trouve la cabane fermée à clé et personne à l'intérieur. Devant la structure, les traces d'un feu de camp étaient bien visibles. Gunderson a supposé que les hommes avaient même pu retourner à Fort Simpson par un autre chemin et a appelé sa femme sur un téléphone satellite pour le vérifier. Mais malgré une recherche dans la ville, ni David ni Frédéric ne sont là. L'inquiétude grandit et le lendemain matin, la famille Bund contacte la police. La Gendarmerie royale du Canada ouvre une enquête. Le samedi 18 juin, elle y était rejointe par des bénévoles de la communauté locale et des membres du ministère de l'Environnement. Des hélicoptères, des bateaux et des équipes au sol ont exploré la zone dans l'espoir de retrouver les hommes ou tout signe de leur présence. Au cours des recherches, une chaussette et une chaussure appartenant à l'un des hommes disparus ont été retrouvées. Elles se trouvaient près d'un ruisseau, à environ 4 km de la cabane. Les empreintes de pas relevées d'hommes à cet endroit indiquent donc que les hommes ne se sont pas enfuis, mais qu'ils marchaient tranquillement, ce qui semble inhabituel. Des empreintes de pattes de loup et d'ours ont été relevées à proximité, mais aucun signe d'attaque animale n'a été relevé. La situation s'est compliquée lorsque, lundi, les caméras thermiques utilisées pour l'enquête aérienne n'ont montré aucun signe de chaleur. Mardi, on a appris qu'en plus du feu devant la cabane, les hommes avaient fait un autre feu en aval de la rivière. Un bidon de carburant vide a été trouvé près de ce feu, ce qui soulève des questions. Pourquoi deux bûcherons expérimentés auraient-ils besoin de faire un deuxième feu? Tout cela semble suspect à Gunderson et aux membres de sa famille. Don Hardesty, le cousin de Frédéric, a publiquement exprimé sa frustration face à la lenteur des recherches. Il a déclaré « Il s'agit de deux des nôtres et ils méritent mieux. S'il s'agissait de personnes originaires du sud du Canada, les recherches auraient de commencer immédiatement. » La police, pour sa part, a attribué le retard à un manque d'informations initiales. Les températures dans la région étaient basses à l'époque, descendant en dessous de zéro la nuit. Ces conditions météorologiques représentaient un danger pour les hommes, surtout s'ils se retrouvaient dans l'eau. Après plusieurs jours de recherche, le corps de David Horsey a été retrouvé le 27 juin dans des bois denses, à environ 3,7 km de la cabane. Des traces de brûlures ont été trouvées sur ses mains et ses avant-bras, ce qui soulève de nouvelles questions. Qu'est-ce qui a pu causer ces brûlures?
S'agit-il d'un accident ou d'une preuve de quelque chose de plus sinistre? Son corps a été envoyé à Edmonton pour un examen médico-légal qui a déterminé que la cause du décès était l'hypothermie. La découverte du corps de David a suscité un mélange d'émotions parmi les membres de l'équipe de recherche et sa famille. Certains ont été soulagés d'y voir enfin clair. Maintenant, nous savons au moins où il se trouve, a déclaré un membre de l'équipe de recherche. Mais cela ne répond pas à toutes les questions. Pendant ce temps, les recherches pour retrouver Frederick Hardisty se poursuivent. Les familles, préoccupées par la lenteur de l'enquête officielle, commencent à rassembler leurs propres ressources et à faire appel à des bénévoles. Les proches estiment que la gendarmerie royale n'accorde pas suffisamment d'attention à l'affaire, ce qui crée un sentiment de frustration et de méfiance à l'égard des autorités. Si cela était arrivé à quelqu'un d'autre, la réaction aurait été très différente, a déclaré un parent. Le 5 juillet, un chien de recherche spécialement entraîné a été attaché à l'opération. 2 jours plus tard, le 7 juillet, le corps de Frederick Hardisty est retrouvé dans la rivière Nahanni, coincé dans un embâcle à une vingtaine de kilomètres en aval de la cabane. Une autopsie préliminaire a révélé que la cause du décès était la noyade. Les températures enregistrées dans la région cette nuit-là ont probablement joué un rôle déterminant dans sa mort. Pendant tout ce temps, de nombreuses questions sont restées en suspens. Pourquoi 2 bûcherons expérimentés, qui connaissaient le terrain et savaient comment survivre dans la nature, ont-ils soudainement laissé leurs armes et leurs provisions derrière eux et abandonné la cabane? Que s'est-il passé entre le moment de leur arrivée et l'issue tragique? Et qu'est-ce qui a pu les pousser à faire un deuxième feu et à utiliser du combustible? Les parents et les proches demandent des explications. Un membre de la famille a fait remarquer que la chemise trouvée par Frederick portait un trou qui ressemblait à un coup de fusil et qu'il y avait des traces de coups de feu autour de la cabane. Ils ont également souligné les nombreuses douilles de fusils de chasse trouvées sur les lieux. Ces détails les ont amenés à douter que l'affaire puisse être considérée comme un accident. Cependant, la police a insisté sur le fait que les 2 hommes ne présentèrent pas de blessures caractéristiques d'une blessure par balle. Malgré la découverte des corps, le mystère de l'accident reste entier. Les proches de Hardisty et Horsey ont continué à remettre en question les actions de la police. Ils relèvent de nombreuses incohérences dans l'enquête, allant du retard dans le lancement des recherches aux bizarreries trouvées autour de la cabane. Selon eux, les policiers n'ont pas correctement examiné les lieux. Nous avons trouvé nous-mêmes les douilles et les résidus de poudre, mais la police a refusé de poursuivre l'enquête, a déclaré Robert Hardisty, le frère de Frederick. Certains membres de la famille pensent que des preuves importantes ont pu être cachées. D'autres indices sont apparus. Quelqu'un a remarqué des traces de feu sur le sol près de la cabane, et l'un des feux avait apparemment été allumé à l'aide d'un accélérateur. Une question se pose. Pourquoi des hommes habitués à survivre dans les bois ont-ils utilisé une telle substance, dangereuse dans de telles conditions? Est-ce leur propre décision ou ont-ils été contraints par les circonstances? Les habitants de Fort Simpson et de Wrigley, mécontents du refus de la police d'enquêter plus avant, ont organisé leur propre recherche de preuves. Ils ont continué à faire le tour du quartier de la cabane, à surveiller les sentiers forestiers et le lit de la rivière où les corps avaient été trouvés. Mais à un moment donné, il s'agissait plus d'une tentative de justice que d'une recherche de réponse. Le fait que la police n'ait pas bouclé les lieux, ni procédé à un examen médico-légal complet, était particulièrement préoccupant. Un membre de l'équipe de recherche a affirmé que la cabane avait manifestement été la cible de tirs, les trous dans le sol et les murs, indiquant que quelque chose de très inhabituel avait pu se produire. Mais la police a déclaré que toutes les preuves possibles avaient été détruites par l'équipe de recherche elle-même.
Cette déclaration a suscité encore plus d'indignation de la part des familles des victimes. Celles-ci ont décidé de demander l'aide d'experts indépendants. Elles ont insisté pour que les corps soient réexaminés afin de déterminer si des blessures telles que les brûlures sur les mains de Horthy pouvaient être liées à un acte criminel. Ils ont également demandé des explications sur les indices trouvés autour de la cabane, qui n'avaient guère retenu l'attention de la police. Le 5 juillet, près d'un mois après la disparition, la communauté était toujours en état de choc. Bien que des corps aient été retrouvés, les réponses à des questions essentielles manquaient. Pourquoi deux hommes expérimentés, habitués aux rigueurs de la nature sauvage, se trouvaient-ils dans une position aussi vulnérable? Qu'est-ce qui les a poussés à quitter la sécurité de la cabane, laissant derrière eux armes, nourriture et matériel nécessaire à leur survie? La situation est compliquée par les rumeurs qui se répandent de plus en plus à Fort Simpson. Certains habitants commencent à penser que des êtres mystérieux ou des esprits liés aux anciennes légendes de la vallée de la Nahanni pourraient être à l'origine de la mort des hommes. La vallée a longtemps été considérée comme un lieu de mauvaise réputation, comme en témoignent les nombreuses disparitions et affaires mystérieuses qui s'y sont produites au fil des décennies. Lors d'une réunion communautaire tenue le 7 juillet, les anciens ont raconté l'histoire de la tribu Naha qui avait disparu. Ces guerriers vivaient dans les montagnes et descendaient souvent dans la vallée pour attaquer les tribus voisines. Mais un jour, la tribu Naha a disparu sans laisser de traces, laissant derrière elle des récits effrayants et la peur de la vallée. Nahanni est un endroit où les gens ont vu d'étranges lumières dans le ciel, entendu des sons mystérieux et parfois même disparu sans laisser de traces, a déclaré l'un des anciens. Pour de nombreux membres de la communauté, ces histoires résonnent avec la tragédie qui s'est produite. Parallèlement, les familles des victimes ont maintenu la pression sur la police. Elles ont exigé la transparence et l'intervention d'experts indépendants. Cependant, les représentants de la police ont continué à affirmer qu'aucune preuve de crime n'avait été trouvée. Ils se réfèrent aux conclusions des experts selon lesquelles Horthy était mort d'hypothermie et Hardisty s'est noyé, probablement en essayant d'aider son ami. Entre-temps, un enquêteur indépendant engagé par les familles a commencé son travail. Il constate que la thèse de la mort accidentelle ne tient pas. Par exemple, les vêtements de Horthy, retrouvés avec des brûlures suspectes et des empreintes de pas étranges autour de la cabine, indiquent que quelque chose d'extraordinaire aurait pu se produire avant la tragédie. En outre, le conteneur vide de l'accélérateur de combustion a ajouté encore plus de questions à la version officielle. En poursuivant son enquête, l'enquêteur indépendant a découvert des faits encore plus étranges. Il a examiné tous les objets trouvés près de la cabane et a remarqué les douilles de balles et les traces de plomb de chasse dans les arbres environnants. Ces détails contredisent la version de la police selon laquelle il n'y a eu aucun signe de lutte sur les lieux. En outre, l'une des douilles portait des marques visibles indiquant qu'elle avait été utilisée récemment. Les brûlures sur les mains et les vêtements de David Horsey restent également un mystère. Les experts engagés par les familles ont suggéré qu'elles pouvaient avoir été causées soit par l'exposition aux flammes, soit par une substance chimique. Par ailleurs, les vêtements de Fred Hardisty, retrouvés avec son corps, étaient abîmés comme si quelqu'un les lui avait arrachés de force. Ces détails ne font qu'accroître les soupçons des proches, qui pensent que quelque chose de plus qu'un accident s'est produit dans la vallée de la Nahanni. Pendant ce temps, l'inquiétude grandit au sein de la communauté. De nombreux habitants connaissant l'histoire de la vallée commencent à évoquer de vieilles légendes sur les créatures sinistres qui habitent la région. L'une d'entre elles parlait d'esprits de la montagne, capables d'attirer les gens dans la forêt
et de les forcer à quitter leur abri. Les anciens de la région affirmaient sans cesse que de tels phénomènes s'étaient déjà produits par le passé et invitaient à la prudence lors des visites de la vallée. Cependant, l'enquêteur, adoptant une approche rationnelle, a également décidé d'envisager la possibilité que des humains aient pu être à l'origine de la mort des hommes. Il a découvert que dans les semaines précédant l'incident, des chasseurs illégaux avaient été repérés dans la région. Il était possible qu'ils aient influencé ou même provoqué la tragédie. Cependant, aucune preuve évidente de leur implication n'a été trouvée. Environ 1 mois après la découverte des corps, la police a annoncé que l'affaire était close. Cependant, les familles des victimes et leurs amis n'étaient pas du tout d'accord. Ils ont organisé plusieurs réunions avec la police, exigeant une nouvelle expertise indépendante et une enquête détaillée sur toutes les circonstances de l'incident. Lors de l'une des réunions organisées par les familles des personnes décédées, les membres de la communauté ont exprimé leur vif mécontentement à l'égard de la Gendarmerie royale du Canada. Ils ont exigé qu'on leur explique pourquoi la CISEN n'a pas fait l'objet d'une enquête approfondie et pourquoi la cabane n'a pas été immédiatement bouclée pour recueillir des preuves. Jonas Antoine, membre de l'équipe de recherche, a déclaré avoir trouvé des douilles et des résidus de poudre bien avant la découverte des corps. Selon lui, la police n'a pas tenu compte de ces preuves. Il y avait de nombreuses traces de coups de feu sur le site, même dans les arbres autour de la cabane, mais la police montée canadienne n'a pris aucune mesure pour enquêter sur ces traces, a-t-il déclaré. Les familles des victimes ont également signalé qu'une trace de tir de fusil de chasse avait été trouvée sur le sol de la cabane, ce qui pourrait avoir un lien avec les événements. Toutefois, les responsables de la police ont attribué l'absence de réaction rapide au fait qu'il n'y a pas eu de confirmation dans les premiers jours qui ont suivi le signalement des personnes disparues, qu'un incident criminel s'était produit. Aucune preuve de crime n'a été identifiée, c'est pourquoi la cabane n'a pas été bouclée, a déclaré l'agent Pat Shepard, porte-parole de la police. Nous avons agi sur la base des preuves disponibles et avons suivi les protocoles habituels. Cependant, les familles n'étaient pas du tout d'accord. Rosemary Gill, la sœur de l'une des personnes décédées, a déclaré qu'elle pensait qu'il y avait eu de graves lacunes dans l'enquête depuis le début. Nous avons trouvé des restes de vêtements portant des blessures suspectes, des marques de fusils de chasse et d'autres preuves. Pourquoi l'enquête n'a-t-elle pas été menée correctement? Nous demandons justice, a-t-elle déclaré. Les habitants de la communauté de l'Idlikoué, du peuple de Nez, présents à la réunion, ont souligné qu'ils se sentaient lésés. Selon eux, si l'affaire avait impliqué des habitants du sud du pays, la réaction de la police aurait été beaucoup plus rapide et plus importante. Les officiers de police ont déclaré qu'ils continuaient à examiner l'enquête et qu'ils étaient prêts à coopérer avec des experts indépendants pour identifier d'éventuelles erreurs ou lacunes. Nous reconnaissons que certains aspects peuvent être améliorés. Si les familles le souhaitent, nous sommes prêts à lancer une enquête plus approfondie avec des spécialistes indépendants, a déclaré l'inspecteur principal Jim Cunningham. Après avoir rencontré les autorités, les familles des victimes se sont tournées vers des experts indépendants, espérant une enquête plus approfondie. Toutefois, les experts ont prévenu qu'en raison du temps écoulé et de la perte de preuves, les résultats risquaient d'être limités. Les habitants de la région qui connaissent bien la vallée de la Nahanni ont fait part de leurs inquiétudes. Ils ont rappelé que de nombreux événements étranges se sont produits dans la région au cours des dernières décennies, notamment des disparitions de personnes et des comportements inexpliqués d'animaux. Selon les chercheurs, ces anomalies pourraient peut-être être liées à la mort des bûcherons. La communauté et les familles des victimes ont insisté pour que l'on reconsidère l'approche adoptée pour enquêter sur de tels incidents.
Ils ont suggéré des mesures spécifiques, engager des spécialistes pour traiter les cas difficiles, augmenter le financement des opérations de recherche dans les zones reculées et élaborer des protocoles pour interagir avec les populations locales qui connaissent pas si bien la région. Cependant, malgré les déclarations des autorités sur leur volonté de changement, aucune mesure concrète n'a été prise. Les familles des victimes continuent d'exiger des réponses à la question principale: qu'est-il réellement arrivé à leurs proches dans la mystérieuse vallée de Nahanni? Au fil du temps, les tensions entre les familles des victimes, la communauté et les autorités n'ont fait qu'augmenter. Les enquêtes se sont progressivement effondrées et toute tentative de faire la lumière sur les circonstances de la tragédie s'est heurtée à des obstacles bureaucratiques et à l'absence de preuves. Les habitants ont organisé leurs propres expéditions dans la vallée de la Nahanni. Ils espéraient se trouver de nouvelles preuves, ou au moins mieux comprendre ce qui avait pu arriver aux bûcherons expérimentés qui connaissaient bien la région. Certains revinrent avec des récits d'étranges empreintes de pas sur le sol, de bruits ressemblant à des cris et de l'impression d'être observés. Cependant, ces expéditions n'ont donné aucun résultat concret. Au fil du temps, on parle de moins en moins de l'incident. Cependant, l'histoire de Hardisty et Horsey a continué à vivre dans la tradition locale. Elle fait partie de la sombre réputation de la vallée de la Nahanni, que beaucoup appellent la vallée sans tête. L'endroit s'ancra encore davantage dans l'esprit des gens comme une zone de mystère et de danger, où la nature se mêlait à quelque chose d'inexplicable. Pour les familles des victimes, la tragédie est restée une plaie ouverte. Elles réclament toujours justice et explication, espérant qu'un jour, la vérité sera révélée. Mais pour l'instant, les questions restent sans réponse, et la vallée de la Nahanni continue de garder ses sombres secrets. C'est la fin de l'histoire, mais le mystère reste entier. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à l'aimer et à partager vos opinions dans les commentaires. Que pensez-vous de ce qui s'est passé? S'agit-il d'une tragique coïncidence, d'une intervention des forces de la nature ou de quelque chose de plus mystérieux? Abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles histoires et merci d'être avec nous jusqu'à la fin.